Bonsoir, il est difficile d'être à Paris sans parler le français. Globewatch, opération des chambres, dernier acte à Paris. Ce soir, mon invité est un journaliste, un écrivain qui maîtrise très bien les questions africaines, les questions de développement et aussi les questions du Cameroun. Globewatch ce soir reçoit le docteur Mathieu Mbarga Bega. Professeur, bonjour et bienvenue à Globewatch. Bonjour à vous et surtout bienvenue à Paris pour nous rencontrer. Je suis très content de m'exprimer aujourd'hui en français à la langue de Molière, pas Shakespeare. Donc c'est une édition spéciale à partir de Paris. Je vous pose la première question. Il y a trop de Noirs à Paris et cela rappelle la question d'immigration. Pourquoi les Africains veulent toujours aller en Europe? C'est historique. Vous savez qu'après l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, le colonialisme économique toujours en cours, la place des Noirs, non seulement en Europe en général et à Paris en particulier, s'impose tout à fait naturellement parce qu'il y a eu des mouvements de population d'Afrique vers l'Europe, d'Afrique vers la France et une population très importante des Africains francophones en France. Et en particulier, la communauté camerounaise, elle est nombreuse. C'est culturel, c'est d'abord historique, culturel, puisque vous savez très bien que notre pays, nous sommes bilingues. Donc nous parlons français et anglais. Vous avez une partie d'Africains de culture francophone qui viennent en France et une autre partie des Africains anglophones qui vont dans les pays en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. Il n'y a pas que le mouvement légal, il y a un aspect collé à cette immigration qui est immigration clandestine. C'est comme ça qu'on appelle ici à Paris. Pourquoi il y a trop de sans-papiers? Le dernier rapport de l'Organisation internationale pour l'immigration est inquiétant. Oui, ça repose toute la problématique du déficit de développement en Afrique. Pourquoi les Africains viennent en Europe? Pourquoi les Africains font tout ce qu'ils peuvent pour venir dans ces pays développés? D'abord parce que l'inorganisation de nos sociétés en termes de développement. C'est-à-dire les chefs d'État africains n'ont pas réussi, après 50 ans, un peu plus de 50 ans d'indépendance, n'ont pas réussi à faire décoller le développement économique de leur pays. Alors les populations pauvres, même quand la jeunesse africaine est diversement formée, a une seule ambition, venir en Europe. Pourquoi? Pour survivre, puisque cette jeunesse africaine ne parvient pas à vivre dans leur pays d'origine. Donc un déficit de gouvernance des pays, des dirigeants africains depuis les indépendances. On est les Africains, les dirigeants africains ne développent pas leur nation pour fixer les populations africaines. Vous savez également que ce pays en Afrique où la jeunesse est en train de partir pour venir en France, pour aller en Suisse, pour aller aux États-Unis, c'est les pays en guerre. Et ces jeunes Africains ont peut-être raison de dire que, écoutez, c'est ces pays qui sont responsables de l'instabilité dans nos pays. La problématique, on n'aura certainement pas assez de temps pour en développer et surtout montrer les leviers de ce drame, parce que pour nous c'est un drame. Lorsque vous regardez ce qui se passe, les Africains qui meurent dans le désert du Sahara, en Italie, dans les mers, Lampedusa. Voilà. Et c'est dramatique de voir, de constater que ces populations africaines, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a le déficit de politique d'intégration. D'abord en France. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La politique de l'intégration et migration en France, c'est un échec. Pourquoi? Parce que les politiques jouent avec les populations étrangères. Les dirigeants français auraient pu organiser mieux l'intégration. C'est-à-dire que ça passe par l'école, ça passe par la formation, et donc de permettre que ces populations-là, en France, puissent participer au développement de la France et aussi de l'Afrique. Parce que lorsqu'un émigré réussit... C'est un sujet que vous abordez dans l'une de tes publications, Minorité visible, intégration quasi impossible en France. Oui, absolument. Ce livre est important, c'est un essai. Vous savez, j'écris des essais. Ce livre est important, pourquoi? Parce que c'est une analyse très précise avec les nouvelles propositions. Comment faire en sorte que les populations de France
apprennent à vivre ensemble dans des valeurs républicaines. Ça veut dire que la communauté nationale, qui est en réalité qui est composée par les Européens, les Français de souche, et les autres Européens, ça c'est une partie de cette communauté. L'autre partie de la communauté, c'est la communauté afro-antillaise, enfin d'autres Africains, d'autres personnalités qui viennent d'autres nationalités. Ces deux communautés ont un problème, c'est-à-dire que ne parviennent pas à vivre ensemble. Est facile. Mais justement, la problématique, c'est que la cohabitation ne fonctionne pas parce que Le racisme. il y a le racisme, il y a le phénomène, vous avez raison de rappeler qu'il y a le racisme, il y a aussi le fait que les politiques, la classe politique française, qu'elle se réclame de gauche ou de droite, ne fait pas son job, ne fait pas son boulot. Pourquoi? Parce qu'on utilise la misère de la minorité visible, donc les immigrés, pour dire que la manipulation, au lieu de régler les problèmes, on monte les communautés les unes contre les autres. Les Français disent, tiens, nous les Africains veulent rester entre eux. En même temps, ne donnent pas les moyens pour que ces populations puissent s'organiser et s'intégrer. Nous avons aujourd'hui la population noire en France. Certains parmi eux sont les ministres, les conseillers, les députés. Mais les politiciens français essaient quand même de faire quelque chose. Oui, mais ce n'est pas assez. Vous avez raison de relever qu'il y a des efforts qui sont faits aussi parce que nous sommes là pour relancer, en tout cas conduire des combats. Quand je dis nous sommes là, moi et tous ceux qui œuvrent, en tout cas les associations, parce que je suis en même temps un président fondateur de deux associations, l'association France Diversité Populaire et l'Observatoire international des minorités. Dans le cadre de cette autre activité, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous pointons du doigt sur quand il y a des gestes de discrimination, nous montrons que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Nous proposons quelle est la manière d'intégrer tout le monde, c'est-à-dire les Français d'une part, les Européens d'une part et les minorités d'autre part. Parce que c'est un effort. Apprendre à vivre ensemble, c'est jamais aisé. D'ailleurs, cette question sur les minorités concerne toutes les nations du monde, y compris au Cameroun. Comment le Cameroun, par exemple, intègre les minorités, notamment les pygmées. S'il y a là une vraie question, un vrai débat pour que lorsque les pays... ça, c'est une minorité de base, appelez-le comme ça peut-être. Oui, mais c'est le fait que dès lors qu'une société s'organise mieux, avec des compétences, avec surtout une ambition de rassembler, de créer l'union entre les populations d'un même pays, il est donc forcément question de tenir compte des minorités à la fois et des majorités en termes communautaires. Vous êtes également spécialiste des questions africaines de la politique française. Lorsqu'on parle d'immigration, on parlait de la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui la diaspora africaine joue son rôle? La diaspora africaine globalement est un atout, je dirais, capital pour le développement de l'Afrique en général. Comment expliquer ça? La diaspora camerounaise en particulier est un atout, je l'ai dit tout à l'heure, un atout essentiel pour le développement de l'Afrique. Par exemple, la diaspora camerounaise pour l'épanouissement, l'avancement. Vous savez, au Cameroun, aujourd'hui, le langage politique, c'est Horizon 2035. Oui. Quelle est la place de la diaspora dans ça? Il faut déjà dire que ceux qui croient à l'émergence telle qu'elle est rapidement prononcée, indiquée, il faut être un peu un rêveur pour penser que cela puisse se réaliser. J'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en termes d'organisation, ce n'est pas la volonté politique qui manque, c'est les moyens qui accompagnent cette émergence. Pour répondre à votre question, il est important de noter que de rappeler les atouts de la diaspora camerounaise. Au jour d'aujourd'hui, et c'est des chiffres qui existent, vous avez la diaspora, le Cameroun ne peut pas se construire sans l'apport de sa diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora amène l'expertise. C'est-à-dire que cette diaspora a formé les gens dans toutes les activités, tous les domaines d'activité. Médecin, vous avez rencontré à Paris dans votre bref séjour. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres, par exemple, de la diaspora camerounaise en France, par exemple? 50 000, je crois. Je n'ai pas le chiffre exact. En tout cas, c'est 50 000 qui existent. Et dans tous les, je indiquais tout à l'heure que dans tous les domaines, cette
diaspora est formée. C'est une diaspora que je nomme qualifiée. C'est-à-dire des personnes employables tout de suite. C'est-à-dire on ne va pas encore les former. Si vous le faites venir en Afrique, au Cameroun, pour telle ou telle position, il va travailler tout de suite. Donc cet apport-là, l'expertise, l'autre apport essentiel, important, c'est de son argent. La diaspora camerounaise dispose aujourd'hui plus de 45 milliards de dollars USA pour rentrer en Afrique, au Cameroun, investir. La politique au Cameroun ou bien l'homme de la rue va te dire que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora dit donner des leçons. Ils ont toujours à donner les leçons comme ils sont les meilleurs. C'est par ignorance. Je reviens sur le travail de l'analyse de fond qui veut dire pourquoi ce titre, Paul Biya a peur de sa diaspora depuis 30 ans. C'est le laxisme, c'est l'inaction, c'est le manque de vision de la part du président Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'aucun responsable politique ne fait l'économie de sa diaspora. Parce que je vous ai indiqué tout à l'heure que les diasporas africaines... Mais ils viennent à Paris tout le temps vous raconter. Vous n'avez jamais allé à Yaoundé. Non, mais nous le disons, sauf qu'il faut nous lire parce que nous sommes universitaires, nous travaillons dans la production, dans le mouvement d'idées, nous proposons, nous ne sommes pas là passifs pour dire les choses ne vont pas. Non seulement nous dénonçons, mais en plus nous proposons. Pourquoi j'indiquais tout à l'heure, je vais quand même terminer cette analyse. Paul Biya a peur de la diaspora, pourquoi? Selon nous, parce que précisément, il n'a pas compris, ses conseillers lui-même n'ont pas compris l'apport, je dis tout à l'heure, les atouts, mais colossaux de la diaspora camerounaise. Je rappelle parce que c'est important, c'est-à-dire c'est l'expertise, et cette diaspora, son expertise, il a beaucoup d'argent, plus de 45 milliards de francs de USA, les chiffres existent, il faut vraiment le vérifier, vous verrez que cet argent-là est disponible. Que demande la diaspora camerounaise? La diaspora camerounaise, de mon point de vue, en tout cas, ce que je dispose comme information, demande la double nationalité. Elle demande qu'elle puisse voter dans toutes les élections, pas simplement à l'élection présidentielle qui intervient tous les 7 ans. Vous imaginez, on est dans du faux. On va voir. Oui, mais tout ça, ça montre bien ce que j'appelle le laxisme. Vous avez le Cameroun qui a besoin qui doit se construire. C'est avec les Camerounais aussi bien de l'intérieur, de l'extérieur, comme toutes les nations responsables l'ont fait. Vous savez que, alors, non seulement le ministère de l'intégration pour les Camerounais de la diaspora n'a pas été fait, même pas un secrétariat d'État, pour que ce ministère-là s'occupe, mais vraiment, des Camerounais. Pourquoi? Parce que lorsque les Camerounais qui ont de l'argent, qui rentrent au pays pour créer une activité, ces Camerounais... Vous réclamez un ministère alors qu'au pays, les Camerounais se disent qu'il y a déjà trop de départements ministériels. Non, mais parce que c'est la bureaucratie là. Chers confrères, je vous dis encore une fois, c'est l'ignorance. Il faut aller point par point pour qu'on comprenne bien le pourquoi de la nécessité de créer un ministère ou un secrétariat d'État pour l'intégration des Camerounais de la diaspora. Parce que c'est plus efficace. Vous savez que nous vivons en Europe. Quand nous arrivons, on n'a pas beaucoup de temps. On veut aussi que le dossier aille très vite. Or, la lenteur administrative que vous connaissez au Cameroun ou autour de l'Afrique fait que lorsque nous venons pour 15 jours ou un mois et qu'il ne se passe rien, qu'il faut attendre, selon les Camerounais du pays, 6 mois, 1 an pour avoir un papier. Vous vous rendez compte, un papier pour ouvrir une structure, en tout cas une activité, cela ne fonctionne pas. Alors que s'il y a un ministère, nous arrivons, nous trouverons des éléments, des sujets, des éléments, les démarches qui nous permettent de créer une activité, je dis bien pour construire le Cameroun, pour participer à la construction du Cameroun. Avec moi, en attendant la démocratie africaine, c'est un autre document de vous. C'était notre essai. Après avoir lu ce document, vous critiquez trop la France. Pourquoi vous êtes trop dur envers la France en Afrique? Je dénonce la politique, la France-Afrique, comme d'ailleurs les organisations, les institutions de Bretton Woods, on peut y revenir. Est-ce que vous étiez l'inspiration de M. Sarkozy pour dire la France-Afrique c'est terminé? J'y ai participé en disant que... parce que d'abord, votre première question m'interpelle. Pourquoi je dénonce la France-Afrique? Parce que précisément, la France-Afrique, on a vu quoi? Pas simplement la France-Afrique. Vous êtes trop dur envers de la France. Trop réaliste. Sa politique africaine. Trop réaliste parce que je suis un modernisateur. Je suis quelqu'un qui innove.
En termes d'idées, d'ailleurs, lorsque vous rencontrez les personnes qui me connaissent ici, vont vous dire, parlant du docteur Mathieu Mbargabé, c'est la star de l'intelligence africaine. C'est flatteur, mais je trouve qu'en réalité, ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que c'est un peu du vantardisme là. Non, justement, on innove. Parce que les 3 essais que vous avez entre vos mains, minorité visible, intégration quasi impossible en France, en attendant la démocratie africaine et Paul Biya a peur de sa diaspora, veut dire quoi? Nous proposons, c'est-à-dire c'est l'analyse des problématiques que nous traitons, c'est les nouvelles solutions dont nous ne sommes pas passifs. Vous savez, c'est très facile de dire ça ne va pas, mais quand vous avez dit ça ne va pas, on fait quoi? Donc la suite c'est quoi? Donc nous sommes capables, lorsque nous sommes capables de critiquer, nous proposons, c'est ça notre particularité. Par opposition aux bavards irresponsables, ils sont nombreux au Cameroun. Et vis-à-vis du développement maintenant. Alors, donc sur la politique, sur la critique objective que je fais aux autorités françaises concernant la France-Afrique, il est inconcevable que l'Afrique puisse se développer tant que les mécanismes de la France-Afrique fonctionnent. Il faut expliquer c'est quoi? C'est le business. C'est-à-dire que les dirigeants français et africains, depuis plus de 50 ans, se sont toujours arrangés pour signer les contrats commerciaux. C'est-à-dire on ne parle pas du développement. À qui la faute? La faute à la fois aux autorités françaises et africaines. Et les deux vont ensemble. C'est pourquoi dans ce livre-là, précisément, j'exhorte les responsables politiques français et africains de créer, en tout cas de s'organiser pour qu'il y ait un sommet qui va permettre justement de détruire la politique de la France-Afrique pour que ce soit un nouveau plan de développement entre l'Afrique et la France. Fini. Comment? Il faut une nouvelle labole pour dire c'est et fini. il faut un nouveau. Vous savez que dans la société, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous signons, pour prendre un exemple, nous signons par exemple un contrat professionnel. À la fin de ce contrat, on fait le bilan. Si le bilan est mauvais, on détruit on arrête. Si il est bon, on continue. Le bilan, la coopération Afrique-France depuis plus de 50 ans est négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rencontrez les Camerounais, les Africains qui parlent librement ou qui ont un courage intellectuel de dire des choses sans que ce soit des opposants, sans qu'il se soit excessif, ils vont vous dire que la coopération entre la France et l'Afrique a échoué. Mais seulement nous sommes dans le contexte européen. C'est-à-dire que là, non seulement il faut simplement parler avec les Européens, il faut que les Africains s'organisent sur l'essentiel, les points essentiels, principaux pour le développement de l'Afrique, c'est de manière globale. Or, lorsqu'on a vu les 50 ans d'indépendance qu'on vient de passer, les Africains n'ont pas fait le bilan de 50 ans d'indépendance. Ils constatent que ça a été l'échec, mais en même temps, on ne fait rien. On est donc dans le laxisme. Le premier mandat du président Barack Obama, le premier président noir, vous avez trop critiqué. Après le sommet de Washington, est-ce que vous allez encore critiquer Barack Obama qui n'a rien fait pour l'Afrique? C'est une bonne question. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on est ignorant, on ne sait pas lire et écrire, et surtout quand on vit dans les rumeurs, comme c'est très souvent le cas en Afrique et en général, et au Cameroun en particulier, c'est facile de dire, ça y est, le docteur Mathieu Mbargabé critique beaucoup. Non, la critique, c'est une richesse, surtout quand elle est constructive comme la mienne. Je ne fais pas, je vous le répète, confrère, je ne fais pas que critiquer. Quand je critique, je propose. C'est une note spéciale. Obama, et précisément pour répondre à votre question, j'avais, après avoir expliqué dans tous les médias français qui m'ont invité, salué la venue du premier président noir, Barack Obama. J'ai expliqué tout de suite que, attention, malheureusement, sa nomination ne va pas aider l'Afrique à se développer. Pourquoi? Parce que les Américains ont voté leur chef d'État. C'est normal qu'Obama s'occupe des problèmes d'abord américains. Parce que je voyais tout de suite les rêveurs africains étaient déjà en train de dire ça y est, Obama la France-Afrique, c'est ça. Il va venir nous aider, etc. Je dis attention. Par contre, Obama, ce qu'il peut faire, c'est de donner une impulsion auprès des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, vous dire voilà, les plans d'ajustement structurel, il faut revoir ces plans-là parce qu'ils sont mauvais. Parce que vous ne pouvez pas taxer un pays qui est en développement, vous taxez et puis vous dites vous allez vous développer. C'est comme vous n'avez pas un centime, on vous dit mais donnez-nous le dernier centime qui vous reste, vous allez quand même construire votre pays. Mais avec quoi? Les 2 milliards qui arrivent maintenant avec le programme Power Africa et les autres initiatives,
comment les Africains doivent adhérer l'argent là? C'est une bonne question. Voilà qu'Obama, à la fin de son mandat, a eu ce réflexe que je trouve très positif d'accorder plus de 35 milliards de francs USA en Afrique pour le développement. Il reste maintenant comment cet argent va être développé, comment va être d'abord la distribution et où est-ce qu'on va, pour nous restons un peu au Cameroun avec une volonté, comment cet argent va être distribué au Cameroun. On va mettre dans quoi? On va mettre dans les routes, on va être dans la santé. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que le problème de la mauvaise gouvernance en Afrique en général et au Cameroun en particulier, c'est quoi? C'est qu'on ne dit pas, les dirigeants politiques ne disent pas ce qu'ils font en termes de développement. Peut-être que parce que vous vivez à Paris. Hein. Je suis l'évolution de politique de notre pays. C'est ça l'avantage lorsqu'on est un journaliste international. C'est que vous ne parlez pas des choses parce que à Dieu qui pourra. Non, vous parlez sur les faits. Nous sommes journalistes à l'international parce que nous parlons des faits. On ne commente même pas déjà les rumeurs. La difficulté, je dis encore une fois, je ne suis pas l'opposant du président Paul Biya, mais je suis intellectuel qui produit la réflexion. Je rappelle aussi que la diaspora camerounaise en Europe... vous avez interviewé M. Biya. Oui, oui. La diaspora camerounaise en France, en Europe, n'a pas de parti politique. C'est qu'elle demande, cette diaspora, ce que le président Paul Biya, il peut encore le faire, puisqu'il a des relations de toutes sortes, nationales, internationales. Le président Paul Biya peut encore faire beaucoup pour le Cameroun. Seulement, il faut qu'il y ait une volonté politique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est à quoi nous avons un désaccord. Actuellement, il y a les menaces terroristes au Cameroun, les choses que les Camerounais n'étaient pas au courant, ne subissaient pas. Il y a pendant longtemps, depuis la fin des maquis, dans les années 70. Avez-vous peur de l'avenir de votre pays? Oui, oui, dans ce sens que cette peur-là, elle est raisonnable. D'abord, pour Boko Haram, vous savez, c'est pourquoi il faut avoir une vision. Pour toi, c'est noir ou blanc, j'ai une vision pourvu que ça dure, sur confrère, pourvu que j'ai une vision pourvu que ça dure. J'avais fait une chronique que j'ai publiée dans mon site Afrique Actuelle avant que les événements de Boko Haram arrivent, c'est-à-dire 9 mois, 1 an avant. J'indiquais dans cette chronique qui est encore dans mon site Afrique Actuelle, où j'indiquais que j'interpellais la classe dirigeante camerounaise de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des populations du Cameroun. Quand cette chronique est parue, les Camerounais ont expliqué que j'étais, comme vous l'avez dit un petit peu gentiment tout à l'heure, que j'étais brutal, que j'étais plutôt agressif. Or, tout ce que j'avais dit dans cette critique, malheureusement, va arriver. C'est-à-dire, on n'a rien fait. Parce que les autorités camerounaises avaient expliqué que c'était un fait mineur. Ah, les Boko Haram, non, on va régler ça en un temps de mouvement. On en est malheureusement aujourd'hui à la déstabilisation de notre pays, qui a pourtant fait des efforts pour la stabilité politique. Qui va réussir cette bataille? Le Cameroun ou bien les terroristes? Il faut que les dirigeants camerounais sortent du laxisme. Oui, bon, pour l'instant, nous sommes... vous savez que tant que le Cameroun, la stabilité était là, en cela, il faut bien dire, non seulement bravo à Paul Biya, mais bravo aussi parce qu'il fallait que le pays soit stable pour son pouvoir. Parce qu'un pays qui n'est pas stable, eh bien, rien ne fonctionne. Donc, le président camerounais, Paul Biya, a fait en sorte que pendant ces 30 dernières années, le Cameroun était un havre de paix, donc une stabilité politique. Cette paix aujourd'hui est menacée. Pourquoi? Parce que précisément, on n'a pas vu, les dirigeants camerounais n'ont pas vu venir les choses, y compris quand nous, intellectuels, on interpellait toujours pour construire. Bon, maintenant que l'instabilité est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler aux Camerounais. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a des espaces de liberté d'expression. Si les Camerounais, qu'ils soient Boko Haram ou pas, ils doivent exprimer leur volonté et cela doit passer par la négociation. Ce n'est pas avec la guerre qu'on va régler le problème, tout le monde le sait. Donc que la direction du Cameroun et ceux qui revendiquent les Boko Haram, parce que d'ailleurs c'est très curieux, il faut savoir, est-ce qu'on a un Boko Haram du Cameroun et un Boko Haram du Nigeria? Bon, si nous avons un Boko Haram du Cameroun et du Nigeria, combien sont-ils? Personne ne le sait, aucun journaliste, aucun confrère, ni même l'État ne nous donne la nature de cette opposition, cette fois en terre camerounaise. Donc, la proposition pour répondre à votre question,
la démarche, selon moi, c'est la négociation. Il faut que le président Paul Biya parle avec tous ceux qui s'appellent aujourd'hui, c'est probable qu'il y ait même des Camerounais dedans, qui sont Boko Haram parce que c'est une revendication. Donc la négociation toute, après quoi le Cameroun va retrouver sa stabilité. Il en est de même pour l'unité nationale, que le président Paul Biya continue à travailler pour réunir les Camerounais. Ce n'est pas en divisant les Camerounais que vous allez construire le Cameroun. Ok. Le docteur Mathieu Mbarga Bega, vous étiez l'invité de Globe Watch ce soir à partir de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci.